Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois Yves Le Bihan pour parler de transformation humaine. Entrepreneur, chercheur associé à la chaire ESSEC Change Management, écrivain, conférencier, Yves Le Bihan est avant tout un explorateur de l'humain. Il a fondé l'Institut français du leadership positif, le lab des nouveaux modèles de leadership et de la transformation des dirigeants et des organisations. Il est à l'origine du modèle du leader positif en France et de la nuit de l'entreprise positive. Il est aussi cofondateur d'Initiative Mindfulness France. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le best-seller Le leader positif, publié aux éditions Erol, et plus récemment, il vient de publier son premier roman intitulé Promets-moi de vivre. Alors bonjour Yves et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors écoute, quand on lit ta bio, on voit que tu as évolué une bonne partie de ta vie dans l'univers de l'entreprise, du leadership et de la transformation des organisations. Et donc, quand je vois ton parcours, je me dis que toi, tu es un homme du concret, tu es un homme du terrain. Et pourtant, en 2021, tu as publié ton premier roman. Et je me demande d'où est venue cette envie d'écrire une fiction. Écoute, merci beaucoup Christine. C'est venu juste d'une pulsion intérieure que j'ai occultée pendant trop d'années. Voilà, à 20 ans, mon livre de chevet, c'était Siddhartha de Hermann Hesse. Voilà, la vie de Gautama, du Bouddha. À 20 ans, j'adorais ce livre, il m'a inspiré. Puis pendant trop d'années, j'ai occulté cette envie, cette pulsion de partager, d'expulser même ce que j'avais en moi. Et à un moment donné, c'est souvent affaire de hasard ou de rencontre. Voilà, j'ai eu envie de mettre par écrit de l'ordre de ce qui était vraiment de l'ordre de l'intime, une conviction profonde. Voilà. Donc, avec mon épouse Sophie, surtout grâce à elle, qui m'a dit, écoute, allez, lance-toi. Et j'ai commencé un soir d'été, je me rappellerai très bien, on était dans le sud, là, et j'ai commencé à écrire quelques pages. Voilà, c'est venu de là. Et aujourd'hui, c'est aussi important que de respirer pour moi, d'écrire et de partager. J'ai l'impression que ce que tu as fait, c'est un petit peu un des messages forts que je transmets souvent dans ces podcasts et aussi dans les programmes de coaching que je fais, c'est de faire de la place pour ce qui résonne en nous. Et c'est vrai que dans notre vie, on peut passer beaucoup de temps à faire ce qui est raisonnable et à déployer beaucoup d'énergie et à même créer des réussites autour de ce qui est raisonnable. Et manifestement, vous avez créé des formidables réussites et vous avez développé des super projets dans votre carrière. Mais là, il y avait ce projet de livre qui résonnait en vous. Et il résonnait, puis peut-être qu'à un moment donné, soit il meurt, soit faut absolument qu'il sorte, quoi. Et là, vous avez fait de la place pour cette résonance intérieure, c'est ça? C'est absolument ça. C'est-à-dire que
Le cheminement, c'est que, et je vais parler surtout de moi, de mon expérience, je ne veux absolument pas être donneur de leçons, je veux juste partager moi, ma propre expérience. C'est que j'ai eu pendant trop longtemps des appels intérieurs, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler intuition, envie ou conviction profonde, ça est chevillé dans le corps ou le cœur. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à aller se tourner vers son intérieur d'abord, son intériorité et l'écouter en silence. Moi, j'aime bien dire qu'écrire pour moi, c'est faire silence pour mieux écouter murmurer mon âme. Et chacun, si on s'écoute vraiment intimement, alors notre âme ou notre cœur nous dit de belles choses. Et bien ensuite, ça vaut vraiment le coup de les écouter, de les mettre en œuvre, de se donner toutes les chances. Voilà, donc c'est exactement ce cheminement-là. C'est une part de moi. Ce roman est en partie autobiographique et du coup, ça m'a été extrêmement libérateur. Mais ça peut être n'importe quelle activité. Pour moi, c'est l'écriture. Ouais. Pour moi, c'est l'écriture. C'est pas évident pour. J'ai plein de questions à poser sur le livre, sur de quoi parle le livre et tout ça, mais là, je reste un petit peu sur ce que vous venez de dire, l'importance de faire de la place pour aller écouter notre intériorité. Ce que je remarque, moi, j'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent dans ce podcast sont des femmes, et je veux pas faire de stéréotypes, mais en tout cas, je suis très proche, comme je suis une femme, de la réalité de la vie des femmes. On a des vies qui sont débordantes de sollicitations extérieures, en fait. On est énormément sollicité par les enfants, la famille, la maison, le travail, les clients, toutes ces sollicitations extérieures. Et du coup, il n'y a plus de place pour aller à l'écoute de ce qui est à l'intérieur. Et même quand on essaye d'aller à l'écoute de ce qui est à l'intérieur, on a perdu l'habitude, en fait. On a perdu cette connexion avec cette intériorité. On sait même plus. Quand on cherche à écouter, on n'entend rien, quelque part, au début. Et, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, je sais que, on va en reparler un petit peu, mais là, je vais un peu avec le flow de la conversation, mais je sais que vous avez beaucoup pratiqué le mindfulness, la méditation de la mindfulness, et si je me trompe pas, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai découvert, c'est que cette connexion avec notre intériorité, elle se pratique en fait. Au début, on a l'impression qu'on ne sait pas. Au début, on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Au début, on a l'impression qu'il n'y a rien. Au début, on a l'impression qu'on s'ennuie. Mais en fait, c'est à force de pratiquer que l'espace se crée et que du coup, on peut entendre notre résonance, que du coup, on peut ressentir nos rêves, nos envies, nos intuitions. Alors, j'ai envie qu'on parle un peu du livre, un petit peu plus, et après, on reviendra sur tous ces sujets qui sont d'ailleurs des sujets qui font partie du livre. Alors, donc, le titre de ce livre, c'est « Promets-moi de vivre ». Il y a un peu un double sens, parce que quelque part, dans « Promets-moi de vivre », il y a un peu le côté « Promets-moi de ne pas mourir », mais il y a aussi le « Promets-moi d'honorer ta vie jusqu'au bout ». Est-ce que c'était volontaire, ce double sens dans ce titre ? Absolument, Christine, absolument. Il y avait cette double volonté, d'abord d'honorer la vie. Pour moi, c'est la valeur suprême. J'ai le sentiment qu'on se sent de moins en moins vivant et moi, je ne l'ai pas été pendant trop d'années. Là, j'ai besoin de me sentir vivant et j'invite en fait les lectrices et les lecteurs aussi à retrouver le sens du vivant. Donc, il y a effectivement cette première promesse d'honorer la vie dans cette vie-là et dès cette vie-là, c'est-à-dire, on y reviendra, comment se sentir plus vivant, utile, accompli, etc. Et puis, il y a effectivement, c'est un livre extrêmement porteur d'espoir, on ne va rien spoiler évidemment par rapport à l'intrigue, mais il y a aussi cette promesse que l'on peut se faire à soi-même ou aux autres de conjurer le sort et de se battre et voilà, et de franchir les épreuves de la vie aussi en se nourrissant du privilège, du luxe, de la chance que nous avons d'être en vie. Voilà. Donc, c'est un hymne, une ode à la vie, absolument, avec ces doubles promesses. Tu dis d'ailleurs que toi, tu as dédié ta vie à l'exploration des possibles de l'être humain. Donc, ça n'a pas commencé avec ce roman. C'est quelque chose avec tous les projets de ce que tu as pu développer avant, en étant chercheur associé à la chaire ESSEC Change Management, en fondant l'Institut français du leadership positif, le Lab des nouveaux modèles de leadership et de la transformation des dirigeants et des organisations. Il y a vraiment une passion que tu as depuis toujours, j'ai l'impression, sur les possibles de l'humain, sur la capacité de l'humain de se transformer. D'où te vient cette passion sur ce sujet? C'est quand on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je réponds ni l'un ni l'autre, je suis possibiliste. Et j'adore cette formule parce que je crois à l'extraordinaire pouvoir
des êtres humains, des femmes en particulier, à aller explorer leur champ des possibles. On a trop souvent des barrières mentales, des schémas mentaux, des constructions qui nous empêchent d'explorer et de réaliser finalement qu'on a beaucoup plus de possibilités qu'on ne le croit. Je crois que ça me vient d'une enfance matériellement heureuse, sans souci, mais peut-être d'un manque d'incapacité plutôt à me révéler, à affirmer qui je suis vraiment. Comme beaucoup, j'ai été dans des schémas ou des trajectoires toutes faites, souvent d'apparence, souvent faites de représentation, d'être en démonstration ou approuvé. Et bon, bah, c'est tout sauf moi, vraiment. Et il a fallu, à 40 ans, j'en ai 56, que mon épouse m'offre une retraite en silence dans le Vercors, en France, pour, voilà, une retraite méditative, et pour me dire, mais tiens, mais si je commence à regarder vraiment à l'intérieur de moi-même, peut-être que je vais y trouver des, des choses, des pépites, Des trésors. des trésors, exactement. Donc, c'est venu de là, et j'ai voulu oui, suivre, explorer, voilà, explorer, oser explorer, en partant de moi, toujours, c'est ce que j'explique à chaque fois, pour mieux explorer les possibles de l'être humain. Et avec les recherches que nous menons, des recherches scientifiques, notamment avec des neuroscientifiques ou des grands méditants, voilà, on arrive on s'aperçoit que finalement, on a beaucoup plus de possibilités. Notre mental nous joue souvent des tours et on peut s'en faire un allié. Et c'est souvent lui qui nous ouvre des portes. Donc voilà, on y reviendra sûrement, mais ça vient de là, ouais, ça vient de là fondamentalement. Oui, là, ce que j'entends là, c'est qu'on a nos plus grandes limites, elles sont intérieures et non pas extérieures. Et en fait, si on arrive à faire ce travail intérieur, on peut se libérer de ces limites intérieures et du coup accéder à un potentiel infini, en fait. Absolument, absolument. J'en suis convaincu et j'aimerais que toi et moi, on puisse convaincre le plus possible des auditrices, des auditeurs, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose, je dis souvent, moi j'ai l'impression, en tout cas pour moi, hein, sur cette idée-là, c'est qu'il y a quelque part c'est quelque part un acte de foi en soi, en fait, et de foi en la vie, de se dire, et si c'était vrai que j'ai des capacités absolument sous-estimées, en fait, et si c'était vrai que ma plus grosse limite, elle est intérieure, et qu'en fait, mon plus gros travail, il est de me libérer de mes blocages intérieurs, et que si je me libère de mes blocages intérieurs, eh ben, tout est possible. Tout est possible. Et ça, pour beaucoup de personnes, moi, quand je dis ça en conférence, hein, je suis souvent devant des salles de 300 personnes et que je dis tout est parfait et tout est possible. J'ai beaucoup de personnes qui veulent me faire revenir à la réalité et qui me disent, mais Christine, tu te rends pas compte, regarde, on peut quand même pas renier le fait qu'il y a tous ces obstacles, toutes ces contraintes, tous ces trucs. Et je dis pas que c'est pas vrai, que cette réalité extérieure est fausse. Mais j'ai l'intime conviction, et c'est un acte de foi, que nous portons en nous euh, des capacités sous-estimées, inexploitées. Complètement. Les racines latines de confiance, c'est la confide, donc avec la foi, avec la croyance que on peut y arriver. Et je te suis complètement. Souvent, on se crée nous-mêmes nos propres barrières mentales. Il y a tous les autres aussi, et voilà, qui peuvent nous limiter, nous faire penser qu'on ne peut pas y arriver. Moi, je crois vraiment à la espèce de rentrer en intimité avec nos propres obstacles, nos propres failles, nos doutes, nos limites, nos questionnements, nos interrogations. Et c'est de ce contact intime avec toutes ces failles, ces doutes, je crois, qui nous permet ensuite de mieux appréhender les obstacles extérieurs. Voilà. Alors, excuse-moi, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui me vient en t'écoutant, c'est que quand les rabat-joie extérieurs vous disent mais non, mais tu ne te rends pas compte, tu es complètement utopiste, tu n'as pas les pieds sur terre, le réel. Non, au contraire, moi je dis que c'est le courage d'être en douce rencontre intime avec le réel, avec les obstacles. Et plus on est proche de ces obstacles, du réel, donc, plus on arrive à mieux les surmonter ou les contourner. Mais il faut démarrer par soi.
Ça, en tout cas, c'est une conviction très, très profonde. Mhm. C'est intéressant quand tu dis une conviction profonde, c'est que je pense que c'est quelque chose, il faut l'avoir vécu dans un moment d'intériorité euh, pour être aussi passionné par ce sujet. Oui, oui. Ce qui est intéressant, je trouve, quand on rembobine notre film, euh, les épreuves de la vie, les obstacles, mais il y a aussi tellement de belles choses qui se produisent, c'est d'être capable de poser un regard, alors, pour le coup, ouvert, chaleureux, bienveillant. C'est la définition de l'autocompassion, d'ailleurs, Christine Neff, self-compassion. Eh bien, quand on porte ce regard ouvert, sincère, authentique, chaleureux sur nos failles, nos doutes, mais mon Dieu, mais on se nourrit, on grandit, et c'est ce regard sur encore une fois, nos travers, nos limites, nos doutes, qui nous permet je crois, de mieux explorer le champ de nos possibles. Alors, ça requiert quoi? Ça requiert, parfois c'est compliqué de le faire seul, voilà, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider, mais ça requiert confiance, patience, longueur de temps, comme dirait La Fontaine, extrême bienveillance, persévérance aussi, mais je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup, voilà, pour se réaliser, tout simplement. Et de se dire qu'on traverse cette vie-là en ressentant, j'espère, grandi, sinon on a gâché un peu une vie, donc ça vaut vraiment, vraiment le coup, je trouve. C'est un pari pascalien utile, intéressant, audacieux, qui vaut vraiment, vraiment le coup. Et c'est intéressant hein, parce que parfois on se dit pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que c'est pour créer une réussite extérieure ou est-ce que c'est pour créer une libération intérieure? Quelle est la raison de notre existence sur Terre? Est-ce qu'on est là pour créer une réussite extérieure ou est-ce qu'on est là pour vivre une libération intérieure? Moi, je trouve ça intéressant de me dire que peut-être mon plus grand travail et peut-être que la vie m'offre une multitude d'opportunités pour que je puisse finalement apprendre à apprendre qui je suis et découvrir la beauté et la puissance infinie de ma propre personne. Absolument, le Et fameux... je dis ça en toute modestie parce que c'est vrai pour tout le monde. Hein. Je dis pas ça moi. Hein. mais c'est sagesse, Christine. Et le trait socratique, connais-toi toi-même sur le fronton de Delphes, mais il est d'une brûlante actualité 2000 ans après. Je crois qu'on ne peut pas bien connaître et s'adapter à ce monde-là effervescent, étourdissant, si on ne fait pas ce travail de bien se connaître, mais sans filtre, sans a priori, juste voilà qui je suis vraiment au fond de moi-même. Et c'est en puisant au fond de nous-mêmes qu'on découvre des pépites, des richesses qui nous permettront, je crois, de vraiment s'accomplir dès cette vie. Donc, non, je pense que la connaissance de soi, ça devrait être enseigné. Alors, la conscience de soi, la connaissance et l'acceptation, j'ai envie d'ajouter, Christine. L'acceptation de qui on est vraiment. D'ailleurs, dans le roman, je fais dire à un des alors parlons du personnages. roman. Parlons Ouais, du bon, roman. alors, Parlons du roman. Alors de quoi parle ce roman? Promets-moi de vivre. De quoi ça parle? Quel est le sujet de ce roman? alors si je devais faire le pitch, je dirais que c'est l'histoire de deux personnages, Sophia et Arnaud, que tout oppose au départ et qui vont se faire embarquer comme ça dans un destin commun, alors qui est fait de promesses, d'épreuves, de rencontres, d'adversité aussi, et autour de questions existentielles qui nous concernent tous. Et à un moment donné, voilà, sans encore une fois dévoiler, ces deux personnes-là vont voir leur destin se croiser. Donc voilà, c'est vraiment ça dont parle le premier mois de vivre, et j'y aborde des thèmes qui sont très forts, comme la fratrie, comme le rapport au père, à la mère, à la mort et à la vie, évidemment, au temps. Alors ça, c'est aussi une question qui m'obsède, le rapport au temps, on y reviendra peut-être. Et puis, à travers les personnages, l'intrigue, j'y aborde des thèmes qui me sont très chers, comme le contentement, comme la gratitude, comme l'interdépendance, savourer la vie, lâcher la perfection, enfin voilà, toute une série de thèmes qui me sont essentiels pour moi, que j'ai voulu
offrir aux lectrices, aux lecteurs, à travers une intrigue, un récit, des personnages, j'espère, attachants. Donc voilà de Donc quoi c'est traite une, le premier mois de donc, livre. donc c'est une fiction, c'est un roman, mais derrière, il y a des messages. Il y a des messages forts et il y a des messages forts de développement personnel, de connaissance de soi. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de livre. Je trouve ça toujours très bien vu de pouvoir, à travers une histoire, et j'admire toujours ça. Voilà, moi, je crée des livres qui sont des livres de fiction, et qui sont des livres de non-fiction. Moi, quand j'écris des livres, ce ne sont pas des fictions. C'est souvent des livres qui parlent de choses que j'ai pu faire dans ma propre vie. Je sais que toi aussi, il y a une dimension autobiographique dans ce livre, mais en fait, c'est à travers les personnages et à travers une histoire que tu racontes, que tu transmets beaucoup de choses. Et voilà, j'aime beaucoup ce format de livre. Alors, tu disais que tu abordais différents thèmes et notamment qu'il y avait un thème dans ce livre qui était le rapport au temps. Je suis très curieuse que tu m'en dises plus sur pourquoi cette question t'obsède. Moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, de comment, en anglais, je dis souvent comment bend and time, comment faire, comment on dit, faire plier le temps. Il y a le temps, ouais. Voilà, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans cette relation au temps? Alors, c'est vraiment une question et un thème que je ne finirai jamais d'explorer, qui m'habite, qui m'obsède parfois. Alors, on va rentrer dans une sphère un peu plus intimiste et je m'ouvre un peu à toi et à tes auditrices, tes auditeurs, mais comment je l'explique et puis comment je l'aborde. Comment je l'explique, c'est que j'ai vécu en fait une séparation extrêmement douloureuse quand j'étais dans le ventre de ma mère, qui a perdu sa propre mère, qui avait 56 ans, et il fallait voir l'attachement, elle me raconte ça, ma maman, l'attachement qu'elle avait viscéral, hein, et les mots comptent là, viscéral, on va parler du corps, avec sa propre mère. Donc moi, j'ai vécu in utero cette déchirure dramatique quand ma mère a perdu sa propre mère. Donc avant même d'arriver sur Terre, j'ai vécu, encore une fois, en observateur, sans filtre, ce déchirement et cette séparation. Bon. Ensuite, le temps, pour moi, structure tout, l'espace et le temps, évidemment. Et j'essaie de comprendre, en travaillant à partir de moi, et comment on peut mieux apprivoiser le temps, mieux s'en faire un ami, parce que, comme le dit Mathieu Ricard, on est tous sûrs de mourir, et c'est ce qui nous relie, en fait, on est tous sûrs de mourir à un moment donné. La seule incertitude, c'est qu'on ne sait pas quand et comment. Alors, pour faire du temps un allié, il y a 17 ans, j'ai démarré donc, la pratique quotidienne de la méditation de pleine conscience, de présence attentive, comme disent les Québécois, et j'en ai fait aussi un de mes métiers, entre guillemets, puisque j'enseigne la méditation de pleine conscience, voilà, en entreprise auprès du grand public. Et ce rapport, donc, tu le sais, comme peut-être la plupart de tes auditrices ou tes auditeurs, toute forme de contemplation, alors pas que la méditation, hein, soyons extrêmement ouverts, pas de prosélytisme, hein, toute forme de contemplation, j'ai une prière, une marche dans le désert ou dans la forêt, une pratique méditative, peu importe, nous invite en fait à nous reconnecter au moment présent qui est le seul qui existe. Quand tu remarques bien, Oui. rien ne s'est produit dans le passé ou rien ne se produira dans le futur, sauf à se produire dans le présent. Donc, le temps linéaire, le chronos, comme disent les Grecs, c'est le temps qui défile, pas d'avant, pas d'après. Et ça, c'est dans le roman, j'en fais une clé, j'espère, inspirante. Donc, le chronos, le temps linéaire, c'est celui qui m'effraie le plus, moi, personnellement. Savoir qu'il n'y a qu'un écoulement linéaire, on ne revient pas en arrière. Voilà. Mais heureusement qu'il y a deux autres notions du temps qui sont le kéros, donc le fameux instant présent. Seize the day, rappelle-toi le Dead Poets Society, hein, le cercle des poètes disparus. Mm-hmm. Et là c'est ça que je cultive, moi, que j'essaie de cultiver et que j'invite aussi ceux que j'accompagne à cultiver, c'est d'être le plus possible dans le moment, dans la richesse de l'instant présent, instant après instant d'ailleurs. Et puis, heureusement, il y en a un troisième qui, moi, me nourrit, m'effraie encore moins, au contraire, me rassure, et c'est sur celui-ci que je base, en fait, j'ai envie de dire toute ma vie, mon accomplissement, ma réalisation, c'est
l'aion, donc le temps cyclique, le temps perpétuel, et donc le temps éternel. Et donc, en combinant les trois, le chronos, le kéros et l'aion, en tout cas, moi, j'arrive à être plus serein avec. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu le dernier? Alors oui, l'aion, c'est le temps perpétuel, le temps cyclique, les saisons, le soleil qui se lève et qui se couche, les saisons qui reviennent. On peut évidemment le décliner quand on est de confession bouddhiste ou d'autres confessions d'ailleurs. Ben, c'est la loi karmique, le samsara, donc on revient sur Terre. Voilà. Bon. Donc c'est ce troisième temps. C'est aussi le temps, enfin pour les femmes qui nous écoutent, on a aussi le cycle de la femme, les lunes. Absolument. Le cycle de la lune, c'est vrai que là, moi, j'ai récemment, depuis cette année, j'ai décidé que j'allais faire 12 rituels de lune. C'est-à-dire à chaque soit nouvelle lune, soit pleine lune, je vais prendre un temps d'introspection et un temps de reconnexion pour justement être en conscience de ce cycle, être en conscience de ce nouveau début, de cette nouvelle fin, de ce nouveau départ, de cette nouvelle possibilité et de vivre ma vie à travers ces cycles. C'est pour ça que je t'interroge là-dessus parce que je pense que c'est tout à fait adapté je pense que notre société a besoin, pour pouvoir progresser, qu'on reconnecte qu'on soit plus dans une fuite en avant, en fait, et qu'on reconnecte avec cette notion de cycle. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien de savoir qu'il y a ce cycle? Absolument. Et si tu me permets de réagir sur ton propos, la nature est extrêmement inspirante. Il y a un retour vers la vie, le biologique, le vivant, hein, et la nature en particulier. Mais observons le cycle des saisons, les arbres qui renaissent, les bourgeons. Et moi, voilà, il y a eu un incendie dans le Var, là où où on a une maison, et je repassais l'autre jour. Donc les arbres, le tronc est calciné, mais il y a déjà des pousses vertes donc ce que je veux dire, c'est que et vous les femmes, vous avez cette incroyable richesse que nous n'aurons pas, nous les hommes, c'est de porter la vie. Et donc, c'est vrai que suivre ce cycle, concevoir la vie comme un temps cyclique, moi je trouve que ça donne des clés extrêmement intéressantes. Et on a beaucoup de rituels possibles tout au long d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, nous tous, pour justement se reconnecter à ce temps cyclique qui, moi, je trouve, enfin, qui m'apaise énormément. Voilà. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment je trouve ça intéressant parce que je sais que par le passé, hein, à l'époque un peu païenne, il y avait toutes ces fêtes païennes où on fêtait les saisons. On avait des temps de regroupement avec les personnes de notre communauté pour célébrer, pour faire un feu ou pour honorer les solstices, les saisons. Et c'est un peu à ça à quoi tu penses quand tu dis qu'il y a des rituels, qu'il y a des choses à faire pour rentrer en Oui, lien oui, avec oui, ça? oui, oui, absolument. Là, je trouve intéressant de suivre ce que nous dit la Dame Nature. Donc, les lunes, les 12 lunes, voilà. Moi, j'ai des petits rituels le matin. Alors, quand on peut, hein, c'est pas toujours facile, il faut arrêter aussi de s'imposer trop de contraintes, de soi parfait, et foutons-nous la paix, comme dit Fabrice Midal. Non, c'est par exemple juste savourer, quand on peut, se faire caresser la joue par les premiers rayons de soleil, la première gorgée de thé ou de café le matin, tu vois, vraiment la savourer et sentir qu'elle va partir comme ça dans notre œsophage, dans le ventre, se réchauffer. C'est en fait des petits bonheurs, des petits plaisirs qui font qu'on se sent plus vivant. Et encore une fois, l'observation de la nature est extrêmement prodigieuse pour se sentir plus vivant et mieux vivre, je dirais, ce rapport au temps. Alors là, je parle du temps linéaire, celui qui fuit, enfin celui qui s'écoule irréversiblement. Alors voilà, oui, exactement, c'est à ça que je pensais, et la nature peut vraiment nous y aider, je trouve. Hmm. Alors, dans ton livre, il y a un autre thème que tu abordes et qui est très important à tes yeux, c'est le thème du contentement. Tu dis que le contentement, ça permet d'arrêter de courir après ces choses illusoires, de ne pas s'épuiser dans cette quête effrénée du bonheur, alors qu'il est déjà là. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Pourquoi ce thème est si important pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je crois une des clés du bonheur, sans faire de bonheurisme, tu sais, à deux balles, hein, passe-moi cette expression, et voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres,
en travaillant avec vraiment les meilleurs chercheurs au monde en psychologie du bonheur, je pense qu'une des clés, en tout cas pour moi, et ce que j'essaie de transmettre, c'est une des clés du bonheur et de l'accomplissement, pour aller plus loin que le bonheur, c'est la capacité à se contenter. Et là, il y a une part d'autobiographie dans ce roman, c'est que un des personnages principaux n'arrive pas à se contenter, c'est le toujours plus, c'est never good enough, c'est jamais assez, toujours et encore plus. Alors, le contentement, on pourrait dire que ce serait l'art d'être à l'aise, d'être confortable, d'être satisfait avec ce que l'on a déjà. Donc, on peut toujours regarder au-dessus de nous et vivre dans l'insatisfaction perpétuelle, la frustration, la comparaison sociale. Et la vie défile et au crépuscule de nos vies, on se retourne, on se dit, waouh, beaucoup trop de regrets, de remords, de frustration, j'ai pas pu, j'ai pas réussi. Mais on peut aussi regarder, et c'est ce à quoi j'invite, tout ce que l'on a, la chance que l'on a, le privilège plutôt que la chance que l'on a d'être en vie, d'être en bonne santé, je l'espère, d'avoir des proches, des conjoints, des enfants, des parents, certains biens matériels quand on le peut, mais juste de pouvoir respirer, juste de pouvoir, tu vois, bouger sa main, ses 5 doigts, de marcher, de se lever. Parce qu'observons, voilà, autour de nous, tous, beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité. Donc, le contentement, je fais dire d'ailleurs à Arnaud, un des personnages du roman, j'ai déjà tout, tout est là. Je lui fais dire plusieurs fois parce que il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'observer autour de nous et de chausser des lunettes objectives, pas des lunettes déformantes, des lunettes objectives en disant mais je regarde autour de moi, je me palpe, je regarde, je serre fort mes proches, mes enfants, nos parents, nos amis. Mais quelle chance j'ai. Voilà, donc c'est ça le contentement. Et le contentement, pour moi, est une des clés absolues du bien-être et surtout de l'accomplissement. Oui. Donc moi, j'ai écrit le livre J'arrête de râler. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée dans cette aventure d'arrêter de râler, donc d'abord, il y a eu plusieurs mouvements pour réussir à faire ce challenge. L'un d'entre eux, c'était je vais me retrousser les manches et je vais aller faire avancer ma vie pour qu'elle arrête de me mettre dans un état de cocotte minute tous les jours et j'explose et je râle sur tout le monde. Donc déjà, je vais prendre la responsabilité de ma vie et je vais aller changer ce que je peux changer. Mais après, il y a aussi eu une autre grande leçon, ça a été d'apprendre à voir ce que j'avais déjà. En effet, et d'avoir j'appelle ça moi la célébration, c'est la gratitude dans mes conversations, et c'est de réaliser qu'en fait que je vivais ma vie avec un radar allumé et ce radar était extrêmement performant et son job, c'était de capter tous les moments où la réalité collait pas à mes attentes. Donc, à chaque fois que la réalité collait pas avec mes attentes, le radar, il le repérait immédiatement. Il le chopait et il me le mettait sur le devant de ma conscience. Et ça devenait ma vie, en fait. Ma vie devenait de voir toutes ces preuves que la vie ne colle pas à mes attentes. Et donc, j'étais en souffrance. Et en fait, c'est ça la source de nos souffrances. La source de nos souffrances se situe dans l'écart entre nos attentes et la réalité. Et on a développé un radar absolument formidable qui arrive à capter toutes les situations et à nous prouver que oui, tu as vu, t'as vu, la vie est difficile, t'as vu, les autres font pas ce que tu veux, t'as vu, c'est toujours toi qui fais, t'as vu, c'est toujours n'importe quoi, t'as vu, c'est infernal, t'as vu, c'était mieux avant. Bon, on va avoir toutes ces preuves qui vont nous arriver et du coup, ça devient notre vie. Et moi, je me suis dit, mais ça serait bien. Je me suis dit, ça serait bien aussi que je développe un autre radar. Je dis pas qu'il faut arrêter de voir ce qui va pas, parce que dans ce qui va pas, il y a des choses à faire, et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on améliore les choses, et c'est intéressant de voir les choses qui vont pas pour les faire progresser. Voir les choses qui vont pas alors qu'on n'a pas l'intention de les faire progresser, ça sert pas à grand chose. Mais les voir en se disant, du coup, je vais pouvoir les faire progresser, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais il faut aussi que je développe un autre radar qui va être le radar qui va capter toutes les fois où la vie colle avec mes attentes. Et moi, j'ai découvert que j'étais capable de capter les fois où la vie dépassait mes attentes. Si mon enfant a un 15 en maths alors que d'habitude il a un 8, là, ça dépasse mes attentes. Alors là, je vais le voir. Et là, on va en faire un pataquès et on va appeler les grands-parents et on va prévenir. Et voilà, ça va être toute une histoire. Parce que là, la vie a dépassé mes attentes. Mais quand la vie juste colle, juste tout simplement, ce soir, j'ai appelé à table et tout le monde est descendu.
Eh ben, ça, c'est juste, c'est formidable. C'est extraordinaire. J'ai appelé à table, tout le monde est descendu. D'habitude, hier, c'était pas le cas. Mais aujourd'hui, j'ai appelé à table, tout le monde est descendu. Mais de prendre le temps de le vivre, ça, et de te dire, ah, qu'est-ce que c'est agréable. Est-ce que je peux juste intégrer ça? Est-ce que je peux juste imprimer ça comme un moment important de ma vie que, il y a, en fait, il y a plein, et en fait, des moments comme ça, il y en a plein. Il y a plein de fois où la vie colle avec nos attentes. Plein de fois. Absolument, absolument, absolument. Encore faut-il en être conscient et s'en contenter et savourer, célébrer, comme tu le dis si bien. Voilà. Et ce qui est bien en plus, c'est que du coup, quand on fait ça, ça recharge nos batteries, ça nous donne confiance en la vie, ça nous donne confiance en nous, ça donne confiance aux personnes, on a confiance dans les personnes qui sont. Enfin, ça nous nourrit énormément. Et du coup, après, on est fort pour aller résoudre les problèmes, pour aller faire avancer les sujets qui, eux, sont coincés et eux, on n'y arrive pas et eux, ça ne colle pas à nos attentes. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Alors, il y a aussi un autre sujet dont j'avais envie de te faire parler. Je sais que dans ton livre, tu fais référence à Anakin, le chat Anakin. Et qu'est-ce que ce chat Anakin cherche à nous apprendre dans ton livre? Alors, j'ai voulu introduire un animal, et en l'occurrence notre chat, parce que Anakin, c'est clin d'œil à Star Wars et le chevalier Jedi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Anakin Skywalker, en l'occurrence, il a double face. Il a le côté dark Vador, et le côté brillant. Et ben, je pense que, en tout cas, la métaphore que je voulais évoquer, c'est qu'on a tous, des Janus, ces doubles faces, ces doubles côtés, nos zones d'ombre, de jardins secrets, de choses un peu inavouables qu'on gardera et qu'on ne communiquera à personne, et puis nos côtés brillants, fastueux, etc. Je pense que c'est intéressant de vivre avec les deux et d'accueillir autant nos côtés sombres, nos facettes un peu sombres que nos facettes un peu plus valorisantes. Voilà. Donc, c'était surtout ça le but, au-delà du fait que moi j'adore les chats et que quand j'écris, j'ai, comme beaucoup, je crois, un chat pas très loin. Voilà. Puis aussi, deuxième illustration, c'est l'indépendance des chats. Espèce de, on ne peut pas dicter, on ne peut pas éduquer, je crois, enfin en tout cas domestiquer un chat vraiment. Il y a toujours ce côté, ce goût de l'indépendance et de la liberté. Je trouve que pour les femmes, c'est essentiel de pouvoir cultiver cette liberté, ce goût de l'indépendance. Voilà, donc voilà pourquoi Anakin dans le roman. Ouais. Et je rebondis juste parce que nous, on a eu un chat récemment. J'ai jamais eu de chat de ma vie et depuis quelque temps, on a un chat à la maison. Et je suis fascinée par la capacité du chat à réussir à se faire caresser quand il en a envie. Et donc à venir se mettre et se faufiler et se faire caresser. Et je me dis, mais moi, il faut que j'apprenne à faire la même chose. Il faut que j'apprenne à me coller à mes enfants et dire, fais-moi un câlin, j'ai envie d'un câlin, ou à me coller à mon mari et dire, allez, caresse-moi. Et c'est vrai que le chat, il fait très, très bien ça. Et je trouve ça fascinant de me dire, mais moi, je peux faire pareil. Finalement, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de mon chat. Autre chose qui m'interpelle par rapport à cette image donc de Anakin, du chat et de cette idée d'aller regarder nos ombres, ça fait un peu pour moi écho avec ce qu'on a dit au préalable par rapport à vivre notre vie comme des cycles et notamment par rapport au cycle de la Lune avec le cycle, le moment où la Lune est dans la lumière, où elle est lumineuse et le moment où elle est presque noire et presque invisible. Et donc d'accepter qu'en fait et dans la vie, on a ça aussi beaucoup, on a des cycles, on a des moments où on est au taquet, où on est dans notre brillance, où on avance, où on arrive à accomplir, où on est dans des réussites, où on arrive à être la personne qu'on a envie d'être. Et puis, il y a d'autres moments où on n'arrive pas à être cette personne qu'on a envie d'être. Et puis, on se sabote, et puis on dit quelque chose qui fait du mal à quelqu'un, et c'est pas ce qu'on voulait, mais on n'a pas réussi, on s'est laissé faire prendre par notre ego, par nos peurs. Et c'est OK, en fait. C'est OK de savoir qu'on a ces deux dimension. Moi, j'ai un programme de coaching qui s'appelle Le Cercle et j'accompagne des personnes parfois sur plusieurs années à développer leurs projets. Et une des grandes valeurs, c'est de savoir que c'est OK. Il y a des moments où dans ce programme de coaching, les gens, ils sont au taquet, ils avancent et tout le monde les regarde et les admire. Et il y a des moments où ils sont au fond du trou et ils sont perdus. Et en fait, c'est OK d'être perdu et d'être au fond du trou. Ce qui compte, c'est de savoir y être et d'avoir confiance qu'on va en sortir. C'est un cycle, comme la Lune.
il y a des moments où on est dans cette part d'ombre et il y a des moments où on revient dans notre lumière. Et c'est intéressant d'être dans l'acceptance des deux, en fait. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une société où il y a de plus en plus de coachs et de plus en plus de personnes et de livres de développement personnel, et de plus en plus de personnes qui nous disent, mais ta vie est pleine de possibles, mais tu as un potentiel infini, mais il faut que tu connaisses tes talents, mais il faut que tu brilles. Et moi, j'en fais partie. Hein. J'ai écrit un livre, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le premier principe, c'est oser être brillant. Donc, on a beaucoup d'injonctions aussi par rapport à ça. Et je trouve ça chouette de pouvoir aussi se dire que, ouais, c'est vrai, il y a tout ça en moi. Et il y a aussi l'autre part de moi, la part de moi qui doute, la part de moi qui a peur, la part de moi qui a des limitations, qui a des blessures. Et c'est une illusion de croire que cette part de là n'existe pas. Absolument, absolument. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, là, ça me touche beaucoup. Je crois qu'arriver à rentrer en intimité avec qui on est vraiment, et on revient, connais-toi toi-même et accepte-toi toi-même, y compris et surtout dans nos zones d'ombre, ça va nous permettre de vraiment, je pense, d'oser plus, de franchir de nouvelles barrières. Et donc, c'est pour ça que l'autocompassion, c'est-à-dire la compassion tournée vers soi, c'est-à-dire encore une fois accueillir avec chaleur, intérêt, ouverture nos doutes, nos failles, nos limites, c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement utile pour quiconque. Et ce n'est pas très compliqué, il faut le faire, il faut s'entraîner, il faut se donner encore une fois du temps, de la patience et du non-jugement, parce qu'on est souvent très dur avec nous-mêmes. On a tendance à mettre la radio autocritique très forte pour nous et puis la diminuer quand il s'agit des autres. Non. Et tout ça, ça revient finalement à des qualités de cœur et à s'aimer, tout simplement, s'aimer pour ce que l'on est vraiment. Et encore une fois, il n'y a pas de fatalité. On peut vraiment, quiconque peut vraiment réussir à s'aimer tel que l'on est pour ouvrir les portes du possible et vraiment s'accomplir dès cette vie et sur cette terre, vraiment. Dans cette thématique d'apprendre à s'aimer soi-même, moi j'ai une intuition, c'est que ce chemin d'amour de soi, c'est pas juste quelque chose qui se passe dans notre tête. C'est pas juste je dois faire la méthode Coué. Je m'aime, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Pour moi, c'est une expérience corporelle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est quelque chose c'est je m'aime, j'aime mon être, hein. Et dans mon être, j'aime la personne que je suis, mais on est quand même des êtres incarnés. Dans un corps, et je trouve qu'on vit dans une société qui a énormément valorisé le faire et le penser. Donc le fait d'agir avec nos mains et le fait de penser, développer la science, les connaissances. Et on n'a peut-être pas suffisamment ces dernières années, ce dernier siècle ou plus quelques siècles, valorisé l'importance d'être en paix et en harmonie dans notre incarnation corporelle. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est un chemin que toi, tu as fait personnellement à travers peut-être tout le travail de mindfulness et de méditation que tu as fait. Qu'est-ce que tu penses de cette intuition que j'ai? Alors, c'est une très bonne intuition et c'est même une réalité. Pour la plupart de nos concitoyens, on a tendance à… En fait, on a trois portes d'entrée dans nos expériences, enfin quatre même. On a nos émotions, on a nos pensées, comme tu l'évoquais, c'est la deuxième. La troisième, c'est le corps. Et la quatrième, c'est le sens, le spirituel, la raison d'être. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à occulter nos émotions et surtout le corps. Or, le corps, c'est juste le point de contact entre nos pensées et nos émotions. C'est l'expression de qui on est vraiment. Le corps ne ment jamais. D'ailleurs, il nous rappelle alors très régulièrement. Et donc, oui, ça peut être une invitation à progressivement, la pratique méditative est un moyen, mais il y en a beaucoup d'autres, de mieux être à l'écoute de son corps, parce que le corps nous donne l'heure juste, le corps nous donne des clés très, très précieuses sur nos états intérieurs. À travers nos ressentis. Allez, quand je dis le corps, ce sont les ressentis physiques, physiologiques, la gorge qui se noue, la main qui est moite, le cœur qui bat, qui palpite plus, la boule au ventre.
Et aussi en positif, en agréable, hein, les joues qui se détendent, les tempes qui sont moins tendues, etc. Les poignets qui se détendent, etc. Donc, apprenons, l'invitation à apprendre à se réapproprier notre corps, mais sous un angle à la fois non jugeant, c'est OK, Bien comme tu sûr. disais, euh, et, euh, et d'ailleurs qui permettent de délivrer des bénéfices sensoriels. Encore une fois, quand on mange, on boit, on marche, on respire, on écoute, et bien on décuple nos radars, nos sensors, pour mieux, encore plus se sentir vivant et connecté aux autres, et connecté au grand tout ou à la nature. Donc le corps est un puissant moyen à notre disposition pour se sentir plus vivant et, voilà, et s'accomplir. Et Mais s'accomplir, effectivement, parce ça que pour moi, demande ça nous permet de nous sentir plus vivants et c'est un réel GPS en fait, parce qu'en écoutant absolument. en écoutant tous ces ressentis, on arrive à sentir là où il faut pas aller, on arrive à dire oh là là, oula, faut pas y aller. Mon corps me dit, j'entends mon corps et j'entends les ressentis de mon corps et mon corps me dit là, il y a un truc qui va pas là, là faut pas, là il y a un truc il y a un truc, si tu y vas, faut éclaircir, mais là n'y va pas comme ça quoi, n'y va pas tête baissée. Ou au contraire, notre corps va nous dire regarde comme ça te plaît, regarde comme ça t'intéresse, regarde comme tu es bien là. Regarde comment tu rayonnes. Tu remarques ta lumière. Regarde, tu es lumineuse. Tu te rends compte que tu es lumineuse là tout de suite. Et là, de se dire, ah, mais donc, en fait, peut-être que ma plus grosse responsabilité, c'est de me mettre dans des situations où je suis à nouveau comme ça. Parce que là, mon être existe. Je suis moi là tout de suite. Et ce je suis moi, cette réponse à qui je suis, pour moi, c'est d'abord une réponse d'être à l'écoute de nos ressentis plutôt que de chercher dans notre tête qui je suis. Je vais aller revisiter mon enfance, essayer de tout comprendre avec ma tête. Absolument. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais c'est Non, 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 non. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce qu'une anecdote dans le roman, c'est que moi, pour écrire, j'ai besoin de ressentir au plus profond ce que ressentent mes personnages. Donc, c'est pour ça que parfois, quand je décris un personnage, dans ses ressentis, je me l'écris moi-même. Donc, une gorge qui se serre, une larme qui vient. M'est arrivé d'avoir des larmes qui coulaient facilement quand je décrivais tel ou tel personnage. Et l'autre anecdote, c'est qu'Arnaud, dans le roman, découvre donc par le corps la pratique méditative et à un moment donné, il découvre, tiens, mais j'accède enfin à mes émotions. Donc, on est cadenassé parfois de l'intérieur de ce corps qui nous est fermé à nous-mêmes. Et bien voilà, c'est une invitation aussi à aller savourer finalement tous nos ressentis, toute la prodigieuse puissance de tous nos sens. Et voilà, c'est une manière de se sentir vivant que je trouve voilà. formidable. Voilà. Et moi, je remarque tout particulièrement que pour les femmes, ça peut être compliqué de faire ce retour à soi parce que c'est compliqué d'être dans le corps d'une femme aujourd'hui. Il y a tellement de messages on a toujours l'impression d'être trop ou pas assez. Notre corps est toujours trop ou pas assez. Et donc peut-être que beaucoup de personnes se sont réfugiées dans faire pour les autres et s'occuper des autres, ou alors dans nos têtes à chercher à être intelligente. Et c'est très bien. Je ne dis pas qu'il faut pas. On est intelligente. Nous avons des idées formidables, mais en même temps, on vit à quelques centimètres de notre corps parce que c'est pas simple. On a une relation compliquée avec notre corps. Et donc, quand on n'est pas en paix avec notre corps, eh ben, ça va être difficile d'écouter ce corps, d'écouter ses ressentis, d'écouter cette guidance intérieure. Et donc, c'est vrai que là, depuis maintenant 2 ans, j'ai accompagné j'ai accompagné presque 200 femmes dans un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna, qui a pour objectif d'aider les femmes vraiment à activer leur super pouvoir féminin à partir d'une cicatrisation de la relation qu'elles ont avec leur corps. Alors, on arrive un petit peu à la fin de notre temps. J'avais juste quand même envie que tu nous parles de ton parcours d'écriture. Donc, tu disais tout à l'heure que toi, quand tu écris, donc moi, j'ai écrit plusieurs best-sellers de développement personnel et j'accompagne aujourd'hui, chaque année, pendant 9 mois, une petite dizaine d'auteurs à accoucher de leur livre dans le cadre d'un mastermind qui s'appelle J'ai parti, j'écris mon livre. Et donc, je me dis, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes que je vais accompagner cette année? Est-ce que tu pourrais partager brièvement quelques mots de sagesse d'auteur, ou peut-être pas forcément les personnes que je vais accompagner ou d'autres personnes que je ne vais pas accompagner mais qui ont envie d'écrire un livre. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un livre? Et puis, est-ce que vous avez quelques conseils ou un conseil à donner quand on a un livre en soi et qu'on a un peu peur d'accoucher? Alors, conseil non, parce que je me sens tellement débutant mais en tout cas, je peux partager moi mes convictions. D'abord, la première, c'est d'écouter son cœur, c'est-à-dire de vraiment, si on a des choses en nous
qui résonnent ou autour de nous et qui résonnent beaucoup en nous, c'est les coucher noir sur blanc à un moment donné et régulièrement. Et régulièrement, de ne pas attendre voilà, un petit carnet, de quoi noter tous les jours ce qui nous vient. Donc ça, je trouve que c'est moi, c'est comme ça que je fais. Ensuite, c'est affaire de rencontres très souvent, de rencontres d'hommes, de femmes formidables qui peuvent vous inspirer, vous donner envie d'eux. De repousser nos croyances qui nous font dire mais j'ai pas de style, j'ai pas d'idée, j'arriverai jamais, c'est trop long, etc. C'est de se lancer à un moment donné et de bien s'entourer, d'éloigner surtout tous ceux qui vous diront mais ça marchera jamais, mais t'es pas fait pour, etc. etc. Ou comment tu vas faire Voilà, comment tu vas faire, il faut trouver un éditeur, c'est très long. Alors après il faut s'armer, je crois, de patience et être bien entouré. Voilà. Il vaut même avoir quelques personnes mais qui croient en vous. Vraiment sélectionner celles et ceux qui vous entourent si vous voulez vous lancer dans l'écriture, parce que c'est affaire de renoncement, c'est très violent parfois écrire quand on envoie son manuscrit et puis qu'on reçoit des lettres ou parfois rien, tu l'as vécu, je l'ai vécu. Donc c'est bien s'entourer, se lancer petit pas par petit pas, mettre bout à bout. Et puis, je dirais, le dernier point, c'est d'avoir envie de transmettre, de partager, de donner en toute générosité quelque chose aux autres. Voilà. D'avoir à offrir quelque chose. Et je trouve cette démarche de cœur, de cadeau. De se dire, j'écris pas, voilà, se dire, j'écris pas juste pour prouver au monde que je suis intelligent. J'écris parce que j'ai quelque chose à transmettre, quoi. J'écris pour mes lecteurs. J'écris pas pour moi, pour prouver mon ego. J'écris pour les lecteurs et j'ai quelque chose à transmettre et c'est vrai que moi ça m'aide beaucoup de constamment me rappeler ça, de me rappeler pourquoi j'écris, le why, le grand why, et ça c'est vrai que ça aide énormément. En effet, être entouré de personnes qui nous soutiennent, ça n'a pas besoin d'être énormément de personnes et c'est vrai que nous quand on vit l'aventure du mastermind pendant 9 mois, on a des personnes qui sont en chemin et puis moi je les accompagne. C'est vrai que ça aide beaucoup d'avoir des personnes qui nous soutiennent. Et puis, tu disais tout à l'heure que ça peut être très douloureux d'écrire. Moi, je vois vraiment écrire un livre comme un accouchement, dans le sens où quelque part, c'est extrêmement satisfaisant. Je veux dire, quand on a un enfant, voilà, c'est un peu l'accomplissement, c'est un accomplissement énorme, quoi. C'est extrêmement satisfaisant parce que c'est une self-expression, on s'exprime, quoi. On accouche de quelque chose qu'on porte en nous. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui devient à l'extérieur de nous. Donc, c'est vraiment extrêmement satisfaisant. Et en même temps, c'est extrêmement douloureux parce qu'il y a le travail, le fameux travail de l'accouchement. Et ce travail de l'accouchement, il y a des jours où on écrit et c'est génial, on a écrit un truc super et on kiffe trop ce qu'on vient d'écrire. Et puis, le lendemain, on va écrire et puis c'est juste de la merde et juste vraiment on met tout à la poubelle et on n'a plus d'idée, on est à sec et on ne sait pas. Et puis comme tu dis tout à l'heure, c'est la persévérance, la régularité, petit bout par petit bout, tu disais, voilà, c'est ça, petit bout par petit bout. Moi, je dis toujours, on peut aller très loin en 1 heure par jour ou même en 10 minutes par jour, mais ce qui compte, c'est les petits bouts par petits bouts, quoi. J'y reviens. Et il y a des jours où je vais être super et il y a des jours où je vais être nulle, mais c'est pas grave parce que j'y reviens. Et puis finalement, au final, on a un livre, quoi. Absolument, absolument. Et c'est un chemin, si je peux ajouter, c'est très emblématique de la vie, hein, écrire, je trouve, et partager. C'est un chemin fait d'adversité, de renoncement, mais aussi de grande joie, de grande puissance. Et c'est aussi un chemin intérieur-extérieur, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qu'on a envie d'exprimer par l'écrit ou l'oral, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et puis aussi se nourrir de l'extérieur vers l'intérieur. Et moi, je crois beaucoup aux rencontres, aux épreuves aussi, hein, qui nous nourrissent. Hein. Le Dalai Lama dit, si tu perds, ne perds pas la leçon. Je trouve que c'est d'une puissance redoutable. Alors, voilà, et c'est comme ça qu'on grandit. Donc, l'écriture est peut-être thérapeutique, peut-être libératoire, comme toutes les autres formes, je dirais, artistiques. Hein. Pour moi, c'est comme pour toi aussi, je crois, c'est écrire, mais écrire pour partager. Et c'est extrêmement puissant. Moi, en tout cas, j'ai décidé d'en faire ma deuxième vie dans cette vie. Super, super, super. Écoute, on va clôturer cet échange passionnant, Yves. Donc, bien évidemment, j'invite les auditeurs et les auditrices à se procurer le livre Promets-moi de vivre. Donc, ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Sur les plateformes Internet? Sur toutes les plateformes, de préférence chez vos libraires pour les faire vivre, mais aussi sur toutes les plateformes. Voilà, il est disponible à la commande très facilement. En France, super. En tout cas, pour l'instant. Super. En Belgique, je ne suis pas sûr encore. Formidable. Et où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre? Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux?
Alors, oui, j'ai un blog, Yves Le Bihan, donc YVESLEBIHAN, yveslebihan.com, ça c'est mon blog d'auteur, d'écrivain. Sinon, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram et un peu Twitter. Voilà. Super, formidable. Écoute, merci beaucoup Yves. C'est moi qui te remercie infiniment. Au revoir. Vraiment. Au revoir, à bientôt. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.